Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Denis Martel au micro. Cette semaine, une entrevue spéciale avec Pascal Bérubé, chef du Parti québécois. Bonjour, bienvenue aux Engagés publics. Aujourd'hui, une entrevue spéciale avec Pascal Bérubé. Pascal, chef du deuxième parti d'opposition qu'on dit? Chef parlementaire de la deuxième opposition, mais chef parlementaire du Parti québécois, c'est le terme qu'on utilise. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Engagés publics, un petit média, j'aime toujours le préciser, un petit média où on a le temps, on peut prendre le temps, donc on sort de la clip. Puis, on prend le temps de connaître nos gens politiques. Avant de commencer, Pascal, il y a un élément comique en ce moment. Ben, comique, c'est pas drôle, en fait. Je m'en veux un peu même d'emblée d'avoir dit ça parce que ça touche de façon profonde ton comté, mais tu vas comprendre pourquoi je l'amène sous cet aspect-là. Le bateau de la route maritime Matane-Godbout est brisé. On apprenait hier que l'avion qui devait assurer ce parcours-là est à son tour brisé. Est-ce que la route maritime Matane-Godbout est le nouveau triangle des Bermudes? Bien, en tout cas, c'est notre seul lien. Il n'y a pas de deuxième lien, puis encore moins de troisième lien entre la Côte-Nord et la Rive-Sud. Puis c'est là qu'on voit qu'on est vulnérable en matière de transport. Là. Depuis des années, l'autobus passe pas mal moins souvent. Le bateau brise depuis qu'on l'a. L'avion, pour suppléer au bateau, décolle pas. Donc, disons qu'on ménage nos transports, c'est le cas de dire. Mais être député dans une région rurale, c'est ça aussi. La mobilité, c'est pour tout le monde. Et puis, je l'ai vécu difficilement parce que ce navire-là, il est tellement important. Puis pendant la période des fêtes, là, les gens ont besoin de revenir chez eux, de rencontrer leur famille. Il y a des travailleurs qui ont fini leur chiffre sur la Côte-Nord. Donc, c'est pas la meilleure publicité de notre région. Va-t-il y avoir une solution? Êtes-vous sur une barre? Ben, j'ai entendu le ministre des Transports, à partir de Montréal, parler d'un enjeu local. Je trouvais ça spécial un peu. Alors, au lieu de venir sur place quand il y a une crise. Et là, je l'ai vu à la télévision, puis je lui ai envoyé un tweet en disant, parler au maire de cette île, de Matane puis de Bécomo, c'est correct, mais les députés de l'Est du Québec représentent 100% des usagers. Alors, il m'a appelé après. Puis il m'a dit ce qu'il souhaitait faire. Je lui ai parlé de mes attentes. Puis je lui ai donné le numéro de cellulaire de chacun de mes collègues dans l'Est du Québec. Alors, tous des députés péquistes. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas les appeler. Et puis, on espère que ça va se régler. Mais là, on a une date comme le 8 janvier pour le retour du bateau. Entre-temps, si tu as un véhicule que tu es taqué, toi, tu peux entrer avec ta valise, mais pas le véhicule, pour des raisons évidentes. Et c'est la situation qu'on vit présentement dans l'Est du Québec. OK, en espérant que ça se règle. Est-ce que tu crois, mais écoute, ça m'amène quand même une question qui est en dehors de mon... est-ce que tu crois que le fait que l'Est aille voter pour le Parti québécois puisse avoir un impact sur l'importance que va attribuer le gouvernement dans les dossiers de l'Est? Bien, il ne faudrait pas, parce que chacun des députés a fini premier dans son comté, pas deuxième, pas troisième. Alors, si c'était de l'Est du Québec, le gouvernement serait péquiste. Et quand on parle de valoriser le rôle des députés, d'abord reconnaître que chacun des milieux a choisi un ou une députée selon ses convictions. Puis dans l'Est du Québec, il y en a 7, c'est pas banal, là, entre Rimouski, puis Gaspé, puis la Côte-Nord, puis les îles de la Madeleine. Puis il est arrivé un événement il n'y a pas tellement longtemps. Le premier ministre est allé faire une annonce dans le comté de Gaspé, puis c'est en 3 phases. Il commence en disant « Même si vous n'avez pas voté pour la coalition Avenir Québec, on va être votre gouvernement, puis on veut que ce soit la dernière fois que vous votiez pour autre chose que la coalition Avenir Québec. » Alors, ces 3 phrases-là sont fortes. Puis même si on me dit que c'est de l'humour, moi, ça m'a interpellé pour défendre mes collègues parce que on ne devrait pas mélanger ce type de considération partisane avec une annonce gouvernementale, surtout lorsque c'est le premier ministre. Puis c'est sa première annonce dans l'Est du Québec. Il n'est même pas passé en Gaspésie durant la campagne électorale. Moi, le saut de l'humour, ça passe pas là-dessus. Dans mon comté, moi, j'ai fini premier. J'ai eu 70% des voix, puis la CAQ a eu 11%.
Alors, ils n'ont pas choisi la CAQ. Ils ont choisi un député qui va travailler avec le gouvernement national, qui est la CAQ. Mais ça va se vérifier. Moi, les libéraux, je leur disais, bien, si vous avez des annonces, c'est bon pour notre région, puis c'est bon pour le Québec. La seule affaire qui devrait guider le prochain gouvernement, en fait, l'actuel gouvernement, c'est comme si on avait des attentes, le prochain, qu'est-ce qui s'en vient? C'est le bien commun des gens de l'Est du Québec. Ça devrait être comme ça partout. Il y a 75 comtés qui sont à la CAQ, puis il y en a 50 de l'opposition au Québec. Et c'est une des premières choses que j'ai dites, moi, à l'assermentation, c'est que je demande au premier ministre d'accorder la même attention aux comtés détenus par des députés dans l'opposition que ceux au pouvoir. Pascal, revenons sur le fil habituel des engagés publics. Que je t'expliquais tantôt, on parlait de la mission des engagés publics. On commence toujours par une série de questions axées sur l'engagement politique de nos invités. Donc, je serais curieux, j'aimerais que tu nous parles, puis tu sais, on a cette expression-là aux engagés publics qu'on appelle le monde normal. J'aimerais que tu me parles un peu de ton background. C'est qui Pascal Bérubé, le gars normal, pas le politicien? Bon, alors, je suis né à Matane, j'ai 43 ans, primaire, secondaire, cégep à Matane. J'ai eu la chance d'avoir un cégep près de chez nous. Sciences humaines. Ensuite, je me dirige à l'Université du Québec à Rimouski en enseignement. Et c'est là que je commence beaucoup à m'engager parce que je pense que j'étais plus intéressé par l'engagement politique en même temps, tout le moins autant que par ma formation. Alors, première élection que je fais, là, c'est 1994, c'est le retour du Parti québécois, Jacques Parizeau prépare le référendum, il y a une élection, alors je suis totalement engagé, l'élection a lieu le 12 septembre. Campagne dans le comté de Rimouski, un petit peu dans le comté de Matane, où je vais faire la tournée des bars avec la candidate locale et tout ça, mais ça commence bien avant. 23 juin 90, je suis au 4e secondaire, échec de la carte du Lac-Meech, il y a 200 000 personnes dans les rues de Montréal avec des drapeaux, et là je vois mon père qui scrute l'écran. Il se passe quelque chose. Ton père qui était député? Non. Non? Ça, c'est un mythe. Alors, défaisons-le. Alors, mon père s'appelle Yves Alban Bérubé. L'ancien député et ministre de René Lévesque dans le comté de Matane s'appelle Yves Bérubé. D'ailleurs, j'ai une affiche dans mon bureau. Ah, ça, c'est drôle. Je vais faire un petit détour parce que c'est une anecdote intéressante. Né à Matane, oui. Rue du Vallon. Pourquoi je dis rue du Vallon? Parce que c'est une petite rue résidentielle, mais l'autre côté de la rue, dans le sous-sol de la résidence qui est là, c'est un bureau de comté fédéral d'un ministre qui s'appelle Pierre Debanné, un ministre de Pierre-Éliott Trudeau. Alors, c'est pas banal, là. Je vois arriver la limousine ministérielle, je vois arriver des manifestants, des maires, des gens qui veulent rencontrer le ministre. C'est juste en face de chez nous, là. C'est pas un quartier commercial. Et de l'autre côté de la rue, il y a un péquiste totalement assumé, qui est mon père, qui s'appelle Yves Alban Bérubé, et qui est membre du Parti québécois, et qui vote pour Yves Bérubé, qui est un député et ministre important du gouvernement de René Lévesque. Alors, toute mon enfance, les gens appelaient chez nous, venaient cogner à la porte, parce que notre nom était dans l'annuaire téléphonique de Québec Téléphone, en disant « C'est ici le député ». Mais non, alors je voyais c'était quoi les attentes, et peut-être inconsciemment, j'avais ça en tête. J'étais face au fédéral, puis les gens venaient chez nous parce qu'ils pensaient que c'était le député péquiste. Alors, c'est quoi les chances que ça arrive une affaire comme ça, là, juste en face? Et j'ai déjà raconté ça à Pierre Debanné, qui est devenu sénateur. C'était donc toi, le jeune homme qui jouait dans la rue au hockey, puis qui regardait ce qu'on faisait. Puis oui, je me souviens, il y avait des cordes de bois qui étaient déversées sur son terrain. Il y avait beaucoup de manifestations, puis tout ça. Alors, c'est une réalité de jeunesse. Alors, mon père n'était pas député, c'était un prof. J'ai voulu être prof. Et je ne suis pas devenu prof. Je suis devenu bien des choses. Après l'université, je suis rentré dans le mouvement étudiant. J'étais déjà à l'Université du Québec à Rimouski comme président. Après, je suis devenu vice-président de la Fédération étudiante universitaire du Québec. J'ai déménagé à Montréal. Je travaillais dans le même bureau que quelqu'un de Rimouski qui s'appelle Alexis Boyer-Lafontaine. On est en 1998. Je connais Alexis. Alors, Alexis va devenir, des années plus tard, mon directeur de cabinet au ministère du Tourisme. Et surtout, un très grand ami. On se côtoie encore beaucoup. Alors, Alexis, on se côtoyait dans un petit bureau. Fédération étudiante universitaire du Québec. Ensuite, retour à Rimouski pour finir des cours que j'avais négligés dans le cadre de mon bac pour cause d'engagement politique. Et ça, c'est assez fascinant d'y penser maintenant. J'entre l'été comme stagiaire dans les cabinets. Il y avait un programme qui permettait d'être engagé l'été au ministère des Régions. Pour François Legault. D'abord au ministère des Régions.
pour Jean-Pierre Jolivet, qui est le père de Jean-Luc Jolivet, qui travaille avec moi au cabinet. Et après, l'autre été, avec le ministre de l'Éducation, qui me recrute en sortant de mon bac, qui s'appelle François Legault. Alors, on est à l'été 80, on est à l'été 2000. Alors, j'entre là comme étudiant stagiaire, ministre de l'Éducation, quand même pas banal, il vient d'arriver. Puis là, il y a une grande notoriété déjà, on entend beaucoup parler de lui, puis très audacieux. Et à l'automne, il me garde comme conseiller politique. Et au tournant de 2001, début 2001, démission de Lucien Bouchard. Alors là, je suis dans le cabinet où les conseillers du ministre de l'Éducation doivent, entre autres, échanger avec lui sur il se présente ou pas à la chefferie. Alors, ça date de là, ma relation avec François Legault. J'avais un poste de conseiller politique relativement simple. L'aide financière aux études, l'alphabétisation, l'éducation populaire. C'est comme ça que je suis rentré au cabinet. Puis pour la légende, souvent je m'en fais parler. Oui, j'ai encore ma lettre de recommandation de François Legault quand je quitte le cabinet, parce qu'il coupe des postes, François Legault. Pas de sa faute à lui, parce qu'il y avait eu des compressions dans les cabinets ministériels. Et puis les 3 derniers, ben, j'en étais. Alors, je suis allé faire d'autres choses. Si tu le permets, on va y revenir. J'ai quelques questions. J'ai quelques questions. Je vais me permettre quelques questions sur François Legault parce qu'effectivement, ce volet-là n'est pas banal. Mais ce qui me frappe de ce que tu viens de nous raconter, je te demande, c'est qui Pascal Bérubé, là, en dehors de la politique, le gars normal? Et il me semblerait que plus que quiconque, même, j'oserais dire, il semblerait que toi et la politique, c'est comme ça. Ce n'est à peu près que ça. Moi, je dis souvent que c'est toute ma vie. Cet engagement-là, il est total. Moi, les fins de semaine, c'est facile à vérifier. Je suis à mon bureau le samedi puis le dimanche. J'ai hâte d'arriver, répondre à des messages. Puis, je ne suis pas en campagne, là. Les majorités parlent de façon assez éloquente dans mon comté. Je fais pas ça pour me faire aimer. Je fais ça par sens du devoir. Ma vie est à peu près que politique. Des loisirs, j'en ai pas. C'est pas vrai. Je ne peux pas dire que je vais faire du ski de fond, que je vais faire du vélo. C'est pas vrai. Je suis l'actualité. Je suis totalement engagé dans ces fonctions-là. Il faut savoir que c'est pas arrivé si facilement que ça. Première élection que je fais en 2003, là, je la perds par 33 voix. 33 voix. J'y pense encore. J'ai jamais rencontré personne après qui me dit qu'il n'a pas voté pour moi cette élection-là. Fait que ça a marqué le travail puis la barre haute pour la disponibilité. Donc, des loisirs, c'est avec ma conjointe. C'est ça essentiellement, c'est les activités qu'on fait ensemble. Mais sinon, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je parle de mon engagement, mais je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour autre chose. C'est quoi qu'est-ce qui est au cœur de ton engagement? Puis, ça va aller avec la question, pourquoi le PQ? Puis surtout, qu'est-ce qui est au cœur de ton engagement au point de vue des valeurs ou des dossiers que tu désires porter? Le service public, pour moi, c'est très noble. S'engager pour les autres, pour le nous. Là. Ça commence au secondaire, de façon très légère au conseil étudiant. Je voyais ce qui se passait, je n'étais pas satisfait. Il y a une élection au conseil étudiant, je me présente. Là, je parle au nom de tout le monde. J'ai aimé ça. Pas l'idée d'être à la tête d'eux, mais de pouvoir agir. Même chose au cégep, même chose à l'université, même chose dans le mouvement étudiant universitaire. Donc, il y a le service public, s'engager pour les autres. Ensuite, l'idée de l'indépendance apparaît en 90 là, de façon très, très forte. Ça m'a habité, puis ça m'habite encore autant qu'au début. Un père qui n'était pas... puis des parents qui n'étaient pas engagés publiquement, qui étaient membres, mais qui chantaient une émotion. Là. Quand il y avait des moments forts, là, il y avait des moments de silence là, dans le salon. Là, puis il y avait une émotion là, qui était présente, que j'ai encore. Puis ma région, parce que j'aurais pu me présenter ailleurs. D'ailleurs, on m'a offert de me présenter ailleurs. Quand j'habitais à Montréal, on m'a offert de me présenter dans le comté de Mercier, au plateau Mont-Royal, contre Nathalie Rochefort. Il y a une élection partielle il y a des années de ça. Pas beaucoup de monde qui sont au courant de ça, mais ça va être le cas maintenant. Vous l'aurez appris aux engagés publics. Oui, on perd le comté aux mains du Parti libéral dans une élection partielle. C'était épouvantable. Moi, j'habitais au coin Mont-Royal, Saint-Denis, là, en face du Rapido, pour les habitués. Puis pas loin du Diable Rouge, Feu Diable Rouge, qui... c'était Diable Vert, c'était ça le nom du bar qui était à côté. Vous voyez que j'y allais pas si souvent que ça. Et on me propose de me présenter dans Mercier pour l'élection de 2003, que j'aurais probablement gagné, mais que j'aurais perdu plus tard contre Amir Kadir. Mais je chantais que... Peut-être pas.
On peut pas résumer. Ah ouais, on sentait Je sais déjà pas. un courant qui Je sais pas. allait amener QS. Ben, il y avait Paul Clich qui s'était présenté pour l'Union des forces progressistes puis qui avait divisé le vote en faveur du Parti libéral. Mais bon, on a perdu cette élection-là. Donc, j'ai senti que j'aurais eu le syndrome de l'imposteur. Alors, on me propose de me présenter dans mon comté natal, Matane, parce que Mathias Rioux quitte. Et là, le choix déchirant. Faut tout lâcher. La job, les amis qui sont là, retourner à Matane, c'était pas simple. Et là, il y a eu cette élection-là. Donc, tout ça pour dire que cet engagement-là, c'est pour ma région. J'aurais pas pu le faire ailleurs, je pense. Pas être député pour être député. Moi, l'enracinement local, très important. Moi, je pense que ça devrait être obligatoire d'habiter son comté. Mm-hmm. Il n'y a rien de plus territorial qu'un député. Moi, je suis d'accord avec ça. Pourquoi un député n'habiterait pas son comté? C'est quoi la bonne raison? Ça, c'est un propos que j'ai depuis des années, y compris que mes collègues n'habitent pas leur comté. On a fait une enquête il n'y a pas tellement longtemps, je pense que c'est TVA qui révélait qu'il y a 40 quelques % des députés qui n'habitent pas leur comté. C'est inacceptable. Ouais. Faut que tu vives la même affaire qu'eux autres, que tu ailles à l'épicerie, que tu côtoies. Je veux bien que tu te transportes dans ton comté pour venir travailler, mais pour moi, il n'y a rien de plus territorial qu'un député qui habite ton comté. Donc, le PQ répondait à Parti québécois, ces trois éléments-là. Indépendantiste, régionaliste, des convictions qui me font vibrer. Je suis un social-démocrate, mais je suis aussi un pragmatique. Donc, socialiser en politique avec Jacques Parizeau, c'était fantastique. Moi, je découvrais l'héritage du Parti québécois à travers des textes, à travers de la vidéo au cégep, une petite cellule très humble que j'ai créée au cégep de Matane. Je découvrais un héritage très riche, puis je me disais, c'est possible de revenir à ça. Puis là, il faut savoir que les libéraux sont au pouvoir quand je suis au cégep, là. Et de contribuer à l'élection de Jacques Parizeau comme militant, pour moi, c'était fantastique. Oui, un privilège. Oui, un privilège. Je ne l'ai pas côtoyé beaucoup. Je côtoyais beaucoup plus Bernard Landry, beaucoup plus tard, comme président de la jeunesse du Parti québécois. Mais Jacques Parizeau, pour moi, c'était une inspiration. Une inspiration pour le jeune de 18 ans que j'étais. Alors, Jacques Parizeau touchait les jeunes. En tout cas, moi, il me touchait et il me touche encore. Tu disais tantôt, je reviens sur l'épisode Attaché politique de François Legault. Je me permets, c'est un podcast pour parler à Pascal Birubé, mais c'est quand même particulier, là. Tu nous en as parlé un petit peu de François Legault. Tu le connais comme homme. Quel genre d'homme il est notre premier ministre maintenant? Puis avec ce regard-là, ce recul-là que ça donne aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Quel genre d'homme il est? Ben, je ne changerais pas ma version compte tenu de ma position. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et François, c'est une des personnes qui m'a donné mes premières chances en politique, là, dans un cabinet, et j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui. C'est quelqu'un d'attentionné, de généreux, et qui a des combats qui sont les mêmes depuis 20 ans. Puis je vais en nommer un que je sais qu'il est d'une grande sincérité là-dessus. C'est sur l'éducation, sur les élèves en difficulté. Moi, je l'ai vu, là, les vendredis après-midi, il recevait 2 commissions scolaires. Et là, il questionnait sur différents enjeux. Et il était toujours très ému de ça. Alors, je retrouve ça en lui encore. C'est quelqu'un qui est profondément épris du Québec, quelqu'un qui a fait un renoncement de vie, là. Bon, il a une belle carrière dans le domaine des affaires. Et puis, il a choisi de s'engager. Le service public, là, je reviens encore avec ça. Vous retrouvez là-dessus? Ben, moi, là-dessus, qui décide de s'engager, quelque chose de fantastique. Je me souviens d'être à la télévision, en fait, de regarder la télévision de mon bureau de la Fédération étudiante universitaire du Québec. C'est le Conseil des ministres. On annonce François Legault, qui n'est pas député, qui est nommé à Industrie et Commerce, puis là, de me questionner sur c'est qui cet homme-là, tout ça. Alors, j'ai apprécié passer à son cabinet, pas très longtemps, peut-être un peu plus d'1 an. C'est quelqu'un que j'apprécie encore aujourd'hui, mais bien sûr, François Legault a choisi un chemin qui m'a déçu. Je suis resté au Parti québécois et il aurait été facile pour moi d'aller à la Coalition Avenir Québec parce qu'il me l'a demandé. Alors, souvent, François Legault, il aime faire des confidences en disant « quelqu'un m'a dit ça, puis c'est dit ça au caucus du Parti québécois, puis tout ça ». Pour une des rares fois, moi, je veux faire ça avec François Legault parce que j'en ai parlé à mes proches. Lorsqu'il crée la Coalition Avenir Québec, il faut savoir que les sondages sont tellement bons que ça donne 100 sièges sur 125 à l'époque. Et là, il me demande si je veux me joindre à la Coalition Avenir Québec, de le vent dans les voiles, puis de me présenter où je veux. Je pense que la conversation a duré quelques minutes. J'ai eu le temps de parler de sa famille et savoir s'il allait bien. Alors, j'étais pas capable, et je ne le suis pas encore, parce que je suis indépendantiste. Et j'entends souvent François dire
on peut faire mieux. Ben, moi, je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux avec l'indépendance. Alors, c'est pas le chemin le plus facile qu'on a choisi, mais c'est le chemin le plus responsable. Il fait des compromis. Ben, j'ai jamais eu totalement la discussion sur sa réflexion qui l'a amené à devenir le chef d'une nouvelle formation politique, pour qui, au début, c'était pas un enjeu, là, le Québec puis le Canada. Donc, d'ailleurs, quand on lui pose la question, vous êtes fédéraliste, il dit « Je me suis réconcilié avec le Canada », puis il passe rapidement à autre chose. Selon toi, est-ce qu'il est encore souverainiste ou indépendantiste dans son cœur? Je pense que c'est plus un enjeu pour lui. Je pense qu'il se définit comme nationaliste, mais en même temps, quand tu es au Canada, ça n'existe pas, cette position-là. S'il est poussé dans des retranchements extrêmes, penses-tu qu'il va appeler à l'indépendance? J'y crois pas. Je pense qu'il va rapidement se rendre compte des limites d'une province avec le nationalisme qu'il veut avoir. D'ailleurs, ça paraît déjà. Oui. Si son nationalisme est proportionnel à la taille du drapeau que j'ai vu à la télévision, à sa mise à jour économique, il va se rendre compte rapidement, puis c'est déjà le cas, que c'est irréconciliable avec un véritable nationalisme québécois. Mais de là, ma question, penses-tu est-ce que, selon toi, François Legault pourrait éventuellement reprendre la route de l'indépendance parce que poussé au maximum aux limites des contradictions? Je n'y crois pas. Okay. Parce qu'il a renoncé à cette question-là, qu'il a toujours son amour du Québec, mais il a renoncé à ça. Puis je l'ai entendu dire il y a quelques jours, là, un Québec fort à l'intérieur du Canada. C'est là qu'il est rendu. En même temps, je ne suis pas dans sa tête, mais moi j'y crois pas. Oui, mais c'est ton point de vue aussi. Oui, mais c'est parce qu'il y a des analystes qui disent ça des fois. Puis c'est un pas en arrière pour rebondir. Moi, je crois pas à ça. Mais il doit, à quelque part, aussi jouer sur je pense pas, sur ce potentiel-là pour aller chercher un vote chez les souverainistes. Moi, je pense qu'il y a une part de conviction sur les enjeux qu'il met de l'avant, puis il y a une part de marketing politique aussi. Ouais. Coalition Avenir Québec avait un positionnement qui lui permettait de dire, nous, on n'a jamais gouverné, puis vous voulez remplacer les libéraux. Fait qu'on est là. Fait combien de gens on se dit, on va leur donner une chance. Mm-hmm. Et c'est ça qui se passe présentement, puis ça paraît, là, il y a une lune de miel, puis c'est normal. Puis les gens veulent leur donner une chance, puis ils disent, c'est quand même pas les libéraux, les autres sont nationalistes, c'est correct. Fait que ça va durer un certain temps. Et pourquoi je m'en rends compte? Parce que les gens jugent nos sorties qu'on fait puis nos questions en disant « Soyez pas trop durs avec eux autres, ça a de l'allure. Mm-hmm. » Les gens ont été tellement déçus des libéraux que la moindre petite amélioration est vue comme un gain important. Alors, j'observe ça. Un changement de ton qui fait du bien. Oui, j'observe ça, là, tu sais. On prend acte de ça, alors. Mais ça vient chercher directement dans le vote péquiste, là. Le vote du Parti québécois, c'est un vote d'indépendantistes, de sociaux-démocrates et de nationalistes tous les jours, pas juste le jour de la fête nationale. Là. Puis il y a eu beaucoup de manquements, moi je trouve, cet automne, quand il y a eu la crise franco-ontarienne, une belle occasion pour la Coalition Avenir Québec de dire on a des positions en matière linguistique qui vont permettre de mieux protéger la langue au Québec et d'en faire la promotion, surtout à Montréal. Pas un mot là-dessus. Pourtant, ils ont un programme là-dessus qui parle, par exemple, de la francisation. Oui. En élection, il est un petit peu moins... On n'a jamais entendu parler de ça. Il y a un document axé. que Claire Sanson avait produit, qui a été adopté par la Coalition Avenir Québec. Occasion manquée, rien sur la langue. Donc, un gouvernement nationaliste qui n'a rien à dire sur la langue et qui dit timidement, ouais, les Franco-Ontariens. Puis il faut savoir, c'est quoi cette histoire-là? C'est une motion du Parti québécois que j'ai proposée, que Véronique Yvon a déposée en notre nom, puis qui a été adoptée par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Ça ne venait pas du gouvernement. Il a fallu que le Parti québécois l'amène pour être en phase avec le combat de nos frères et nos sœurs franco-ontariens, franco-ontariennes, pour que le gouvernement s'y intéresse, quand même. Mm-hmm. Alors, c'est ça, être nationaliste pour vrai. Pas juste parce que ça te donne un positionnement qui te permet de calibrer ta dose de nationalisme et d'indignation selon l'humeur des Québécois. Nous, on l'est tout le temps. Ou le marketing. Il y a une part de ça, évidemment. Il faudrait être naïf pour pas voir ça aussi. Tu m'as donné d'emblée, d'une façon généreuse, là, des qualités de François Legault quand je t'ai demandé Parlement. Puis maintenant, c'est quoi? Puis on ne s'attendra pas là-dessus parce que je veux garder le temps pour parler de toi et du bilan 2018. Mais si tu avais une faiblesse à ressortir de François Legault, ce serait laquelle?
je pense qu'il sous-estime je pense qu'il sous-estime le destin québécois. Dans le sens suivant, tu ne peux pas renoncer si facilement à l'idée d'indépendance si tu es un nationaliste. Il y a ça. Souvent, il est un petit peu rancunier. Quand on dit des choses, il s'en souvient. Moi, je me souviens, à un moment donné, je le rencontre d'un événement public, puis il avait vu le tweet que j'avais écrit le matin, en fait, qui était juste un retweet de Michel David. Il avait vu ça, puis c'est la première affaire qu'il me dit. Alors, je vais mettre ça sur le compte. Susceptible peut-être aussi un peu. Peut-être de la taquinerie. Tweet, peut-être que c'était pas. Il l'avait vu, hein. Alors, il y a ça. Puis moi, au contraire, s'il y a quelque chose, en tout cas, là, on peut me trouver des défauts, bien sûr, comme tout le monde, mais s'il y a quelque chose pour lequel, là, c'est pas compliqué pour moi, c'est de faire amende honorable sur le champ, de dire oui, j'avais pas raison, ou de m'excuser. Ça, je suis capable de faire ça. Tu as eu une belle occasion. Ouais. Je peux-tu la raconter, la vraie histoire de ça? J'ai pas l'occasion de le faire. On le garde. Non, ben on va le prendre le temps. C'est toi qui choisis. Mais tout ça pour dire que... Mais... je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça, moi, très facilement. J'ai été élevé comme ça. Puis on n'a rien à perdre en disant que parfois on a fait les choses différemment et aussi parfois en prenant le blanc pour d'autres. Je veux juste spécifier pour ceux qui écoutent puis qui sont pas tout le monde qui suit l'actualité tout le temps de la même façon, là, c'est que je faisais une référence aux excuses que tu t'es excusé suite au nom du groupe. Au nom du groupe, c'est ça, c'est pas des excuses personnelles, au nom du groupe, suite à un refus. Une erreur de procédure. De ne pas laisser François Legault déposer ses vœux. On va y revenir plus tard, OK? Puis on va y revenir dans le bilan. C'est pas un élément fondamental. Cela dit, c'est intéressant. 2003, on revient sur ton parcours. 2003, première élection perdue par 33 voix, c'est ce que tu nous disais tantôt. Comment tu t'es senti? Ça a été quoi alors ton plus grand apprentissage? Puis ça, là, je dois te le dire, OK? C'est une question qui vient directement de ton ami Alexis. Oui, parce qu'il dit, coudon, il a été surpris lui-même en réfléchissant à, je lui ai demandé, envoie-moi donc des questions, puis il a dit, coudon, il dit ça, il dit, je le sais pas, il dit, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Quel a été ses grands apprentissages? Bon, 2003, d'abord, je suis président de l'aile jeunesse du Parti québécois. J'ai beaucoup de visibilité nationale, peut-être trop sûr de moi. Je pense que ça va bien aller dans le comté. Je la perds. Leçon d'humilité automatique. Beaucoup de colère, beaucoup de peine. Ça m'a hanté, cette défaite-là, pendant des années. Tellement que je ne voulais pas revenir en 2007. Je voulais plus, j'avais peur de perdre à nouveau. Puis il y avait une députée très populaire dans mon comté, Mme Nancy Charret. Puis je disais, ça va être difficile. André Boisclair est chef du Parti québécois, les sondages sont pas très bons, c'est quoi les probabilités qu'on gagne, c'était pas clair. Puis encore une fois, deuxième affaire, celui qui me convainc de me représenter à nouveau, c'est François Legault. Ben je voulais pas me présenter. As-tu un destin lié au sien, coudonc? Ben, en fait, j'ai failli évoquer ça la première fois que j'ai posé une question en chambre. Et puis on n'est pas des proches, hein? On n'est pas des amis proches, on n'est pas des intimes. On a un parcours politique qui parfois là, on est en parallèle, parfois on est en opposition, mais on se retrouve tout le temps. Alors, il y a donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je voulais pas, puis il vient me rencontrer. Je pense qu'on était à Saint-Hyacinthe, je pense, un conseil national, ou à Laval. Et puis il vient me voir, puis il me dit, je pense qu'il faut que tu te présentes, puis on va t'aider, puis je vais aller dans ton comté. Puis il l'a fait. Il est venu dans mon comté pendant l'élection pour faire la promotion de l'éolien. 2007, j'ai encore ça. Alors, autre révélation, il tient parole. Puis d'ailleurs, la dernière activité de financement qu'il a faite au Parti québécois, il l'a faite chez nous. Il a choisi de la faire dans le comté de Matane. Puis on est revenus sur la route ensemble. Et lui, il savait qu'il s'en allait, mais il ne me l'a pas dit. Après, il m'a dit, parce qu'il a appelé que quelques personnes qui ont démissionné, dont moi, et il m'a dit, écoute, j'avais choisi de le faire pour toi. Alors, tu sais, c'est dur de me faire dire du mauvais de François. C'est pour ça que je questionne davantage ses choix politiques, les choix budgétaires. Ça, là-dessus, on peut faire ça dans le parlementarisme. Mais personnellement, c'est quelqu'un pour qui... si je révélais le contenu de nos cartes de Noël respectives depuis des années, mais il y a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et puis, puis je pense que les gens veulent qu'on se respecte, puis qu'on n'échange pas sur les personnes, mais sur les idées. Les idées, je peux être dur, par exemple. Avec les idées, là, il y a des affaires là, qui n'ont aucun sens, puis je ne manquerai pas de dire rappeler à nouveau. Si je peux me permettre un volet personnel dans cette... Moi, je vous encourage.
globalement, les politiciens à rester dans cette optique-là. Ouais, sur les c'est idées. ce qui vous permet de garder le respect des gens qui vous élisent. C'est une des choses, selon moi, de rester, de ne pas tomber dans les attaques personnelles. C'est noté. 2007, gagnant par 213 voix. Ah oui, ça c'est fantastique. Là, qu'est-ce qui s'est passé soudainement? Là, c'est différent. Là. Ben, c'est la campagne. Qu'est-ce qui a été différent? C'est la campagne parfaite. On a décidé qu'on allait être de bonne humeur, puis qu'on allait gagner. Puis pourtant, l'autre avant, c'est 33 votes. Alors, je me souviens comme c'était hier, dans la salle à l'hôtel, parce qu'on a pris une suite là, pour suivre ça. Là, il y a quelques amis, dont Claude Villeneuve. On peut lire les textes dans le journal. Le Claude Villeneuve. Le chroniqueur. Et là, mon organisateur m'appelle. Bon, tu mènes par 200 votes, il reste 75 boîtes. Tu mènes par 250, il en reste 50. Puis là, ça fluctue comme ça. Puis à un moment donné, il m'appelle, il me dit t'es en avance de 213 voix. Comment il reste de boîtes? Il dit il en reste plus. Monsieur le député, on vous attend. Il y a une vidéo de ça qu'on n'a jamais retrouvée. Je saute dans les airs, je pleure. J'étais tellement ému. T'avais quel âge en 2010? Je suis né en 75, donc j'ai 32 ans. 32. Et mes parents, qui ont eu tellement de peine en 2003, ça a été terrible pour eux, pour leur fils, de vivre ça, sont chez eux avec mon frère Pierre, qui suit ça sur Internet, puis qui dit « Papa, maman, Pascal a gagné ». Alors ça, là, c'était un moment là, incroyable. Et on cognait pour la deuxième fois aux portes de l'Assemblée nationale, puis là, la porte s'ouvrait, c'était fantastique. De se faire élire dans un contexte difficile. Là. On est troisième parti à ce moment-là, puis on est assis en arrière. Là. C'est j'allais dire la CAQ, pas tellement loin. La DQ est l'opposition officielle. Les libéraux sont minoritaires, puis on est troisième. André Boisclair démissionne, et c'est le retour de Pauline Marois. Alors, j'étais le dernier dans le coin, là. Député de Matane, là, mais j'étais tellement fier et ça a changé ma vie parce que si j'avais perdu à nouveau, j'aurais quitté la région. Ça aurait été trop difficile pour moi. Ah oui, carrément. La région, pas la politique. Là. La région, parce que ça aurait été trop difficile de me fait dire non 2 fois. C'était décidé dans ma tête. Mais là, la région, on se dit, on t'essaye. Et entre 2007 et 2008, parce qu'il y a une élection en 2008 rapidement, j'ai tout donné et ça explique beaucoup mon enracinement dans la région. D'avoir perdu une première fois. Ça fait école, là, ça sert. Mais qu'est-ce que vous avez fait de différent concrètement, là, tactiquement, en politique? Je suis devenu omniprésent, c'est-à-dire que j'ai créé des bureaux de comté itinérants dans chacune des municipalités, où on ouvrait là, pour la journée, tout le monde recevait un avis, le député est là, vous venez prendre rendez-vous. Inspiré d'ailleurs, encore une fois, du député fédéral qui habite en face de chez nous, qui lui a une roulotte itinérante qui se promène dans les villages, Pierre de Banné. Ça avait marqué l'imaginaire collectif. Et je refais un peu la même chose. Priorité au bureau de comté, les cas individuels, les gens qui viennent nous voir. Visibilité médiatique pour servir la cause, pour se faire entendre à Québec, pour que ça se rende au ministre. Alors, je fais des affaires qui n'ont jamais été faites pour obtenir des résultats qui vont monter de façon fulgurante d'une élection à l'autre. En créant une coalition de citoyens qui sont, dans bien des cas, ce qu'on appelle dans la région, pas moi, parce que ça serait prétentieux, des bérubistes, ils appellent comme ça, des gens qui votent systématiquement pour le candidat d'abord. Ouais, 2 choses. Je trouve très intéressant le volet, tu as dit visibilité médiatique dans le but de servir le comté. Très simple. Donc, c'est pas Pascal qui veut l'attention, c'est une tactique réfléchi pour ramener des choses à Matane. C'est relativement simple. Les ministres, j'en étais un, là, élisent l'Argus ou la revue de presse de leur ministère. Si tu n'es pas dans le journal, si tu n'es pas à TV, si tu n'es pas à radio, en tout cas, accessible aux ministres, tu n'existes pas. Alors, le but est le suivant. Ça que j'apparaissais dans les médias nationaux, ça se rendait dans les revues de presse des ministères. Donc là, tu avais un appel, puis il y avait un suivi, puis il y avait une pression. Soit que ça apparaît dans la presse locale, mais je suis capable de l'imprimer et de le mettre sur le bureau du ministre. Alors, j'ai fait ça sans arrêt et ça a permis de faire débloquer plusieurs dossiers et d'avoir l'attention. Parce qu'il faut savoir que les députés ont en concurrence pour l'attention d'un ministre. Il y a 125 députés, puis il y en a au pouvoir, puis il y en a à l'opposition. Alors, pourquoi ça fonctionnait? Puis je dis ça fonctionne parce que les gens décident après de te réélire avec des majorités importantes. Parce que les méthodes qu'on a utilisées ont permis d'obtenir des résultats. Ça, c'est intéressant. C'est pas assez de dire « Oh, mais je l'ai vu à la TV, il y a la fin ». Ça marche pas de même. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça nous donne-tu de quoi? » Puis c'est rare que les gens votent pour ce qu'ils ont eu, au lieu de ce qui s'en vient. Bien, la dernière élection dans mon comté, ils ont dit, on a regardé son travail,
puis on va lui donner 70 des votes quand son parti Écoute, obtient 17. phénoménal. Ça aurait été quoi si j'avais été que le parti au pouvoir? C'est phénoménal. Donc, on parle de 17 279 de majorité. voix de plus que le deuxième. Ouais. Puis on pensait faire plus, parce que les chasseurs sont restés dans le bois, pointés sympathisants, puis c'est le 1er octobre. Mais les chasseurs étaient dans le bois, on pensait arriver, il nous manquait on pensait arriver à 75 des voix, avec la courbe qu'on avait, mais on va le prendre, le 70. Tu as l'air d'avoir une très bonne équipe, par contre. Exceptionnel. Ça a l'air d'un des éléments, un des facteurs clés du succès que vous avez. Ouais. C'est l'équipe. C'est une équipe unique. Puis moi, je n'étais pas un gars d'organisation. D'ailleurs, tu peux les nommer. C'est Marceline Gauthier, retenez ce nom-là. À l'échelle québécoise, c'est un cas fabuleux. Et Romain Gagné. C'est comme si j'avais une équipe de hockey avec les 2 meilleurs gardiens en partant dans la même équipe. Romain Gagné, c'est un organisateur mythique du Parti québécois qui habite toujours dans le comté, qui passe une partie de sa vie maintenant en Floride. Ça, c'est un peu un génie de l'organisation. Là. Juste 2 cas. Là. Kamouraska-Témiscouata, élection partielle suite au déficit de Claude Deschamps. Personne ne donnait gagnant. Il l'a gagné. Lui, il s'est monté une structure. Jean-François Fortin, pour le Bloc québécois, pendant la vague orange dans mon comté, personne ne pensait qu'on allait passer. Il passe. 2 signatures de Romain Gagné. L'élection de 2007, personne ne me donnait gagnant, mais je me souviens d'une journaliste qui disait à tout le monde, « Pourquoi Pascal, il se débat, il ne gagnera jamais? » Je vais m'y rappeler à l'occasion. Romain Gagné. Et Marceline Gauthier, qui a toujours été avec lui, qui est maintenant à la fois ma directrice de bureau de circonscription depuis bientôt 12 ans, depuis le début, et organisatrice en chef. C'est incroyable de voir comment elle fonctionne une organisation. C'est comme si elle avait une genre un peu là, de lumière là, pour de brume, là, puis dès qu'elle part ça, là, il y a des gens de partout qui convergent juste à son appel. Ils remplissent un local. Quand est-ce qu'on commence? Sont où les téléphones? On aimerait J'ai jamais vu quelqu'un comme ça de ma vie en politique et j'ai la chance qu'elle travaille pour moi. C'est une surdouée de la politique, de l'organisation politique, et c'est pas un mot vain de le dire. Je regarde les résultats. Ben non, Elle veut pas juste gagner, elle veut des majorités vraiment là, importantes pour nous donner envie de continuer. Puis, moi, j'appelle ça passer à un mop. Ben, la dernière fois, j'ai dit, bon, moi, je m'attends à descendre. L'attente que j'avais, si j'avais plus de 50 des voix, je serais content. T'sais. J'avais eu 61. Bon, ça m'irait, tu sais. C'est déjà beaucoup. Elle me disait, non, je ne me contenterai pas de ça. Elle a poussé la machine jusqu'à la fin. Puis ça a donné ça. Puis elle disait, je pense que j'avais encore du jus pour en faire plus. Il m'a manqué de... J'aurais pu faire d'autres appels. Et Marceline... On aimerait ça recevoir Marceline aux engagés publics. Ah, c'est presque une humoriste aussi. Là. C'est un show. Merveilleux. Écoutez, Marceline, c'est vraiment là, très, très divertissant. Qu'est-ce qui va se passer avec... Tu sais, là, tu nous parlais... c'est Roch qui passe la moitié de son temps... Romain, excuse-moi, qui ouais. passe la moitié de son temps en Floride. Mais donc, j'imagine qu'il est proche de la retraite. Est-ce qu'on va vivre une perte de cette connaissance-là? Je ne croirais pas, parce que là, il suit ce qui se passe de près, puis là, il a envie de s'engager dans la campagne au Bloc québécois. Mais il va falloir qu'il transmette son il savoir. y a un bon pif, parce que là, il se dit, Yves-François Blanchette était dans mon comté cette semaine. Il croit beaucoup, puis il a envie de s'engager. Puis François, je lui crois beaucoup. Et François, autre anecdote, c'est moi qui l'ai recruté en politique. Et ça s'est fait dans ces murs ici, pas tellement loin d'ici d'ailleurs, parce que j'avais un plan très particulier pour séduire Yves-François Blanchette pour qu'il s'en vienne au Parti québécois. Pour cette année, ça? En 2008, quand il s'est présenté la première fois, okay. J'ai passé par mon amour d'Éric Lapointe pour rejoindre Yves-François, pour l'amener à l'Assemblée. On a fait un hommage à Éric Lapointe, puis le convaincre de se présenter au Parti québécois. Donc, si au Parti québécois, comme député, ça a marché, Yves-François Blanchette, j'y crois beaucoup. Puis là, au Bloc, faire le lien avec Romain, il a envie de se réengager. Et Marceline Gauthier, mon organisatrice aussi. Alors, quand ces deux-là donnent le feu vert en disant... ça nous donne le goût, c'est bon signe. Mais mon point n'était pas à savoir est-ce qu'ils vont revenir. C'est plutôt, c'est qu'il va inévitablement, il y a un jour où ils vont quitter. Cette transmission-là de l'expertise au parti, je parle au Parti québécois. Parti s'en occupe comment? Ce qu'on appelle les DOC, les peuvent pas s'en aller, directeurs d'organisation de campagne, c'est des gens qui ça se développe en fait. Diriger une campagne, c'est beaucoup de choses. C'est le pointage, c'est les communications, c'est le transport des électeurs, c'est les locaux, c'est le final. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a tout le temps des gens qui assistent. Alors, nous, on essaie de créer ça à travers
nos militants, des gens qui sont capables de prendre cette fonction-là qui est exigeante. Et moi, l'ensemble de mon personnel politique, c'est aussi des organisateurs. C'est des gens qui sont capables de faire de l'organisation dans leur temps libre, les fins de semaine. Alors, ils sont tous déjà rompus à ça. Puis on a ce souci-là, nous, d'avoir une équipe qui est efficace puis de la renouveler, là. C'est très important. Puis il y a eu des ateliers au plan national pour les directeurs d'organisation, pour voir comment on monte une campagne. Mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, il y a une vague qui passe, tu peux avoir une bonne organisation, puis c'est pas suffisant. J'ai vécu ça à Roberval, il n'y a pas longtemps. Je suis allé 3 fois à l'élection partielle. Dernièrement, là? Oui, il y avait une belle organisation, il y avait des gens expérimentés, il y avait une gang de jeunes. Et je considère qu'on a fait une très bonne campagne. Vraiment, là, à tous les plans, en termes de communication, en termes de présence, qualité du candidat, pointage et tout ça. Mais la vague était trop forte. L'argument qui a gagné, c'est d'être du côté du pouvoir. Alors, il faut respecter ça, mais moi, si on me demande quelle campagne Thomas Gaudreault a menée dans Roberval, fantastique. Je suis capable d'observer ça, j'ai des indicateurs. Les 3 fois, je suis allé au lancement, à l'élection, puis entre les deux, moi, ce que j'ai vu là est fantastique. Alors, chapeau aux gens de Roberval. On peut avoir une bonne organisation, mais des fois, le vote sort seul. Les gens disent on veut changer ou on veut se joindre à un mouvement. C'est ça qui est arrivé dans Roberval. Tantôt, on a parlé un peu de l'impact d'un tweet, un simple tweet, entre autres sur des fois des blessures d'orgueil. Tu as été un précurseur de l'utilisation des médias sociaux en politique. Ça a beaucoup évolué. C'est pas toujours très beau ce qu'on voit quand on lit les commentaires, entre autres. François Larouche me dit toujours ne pas lire les commentaires. Maintenant, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est aussi utile que ça... Je pense que oui. Moi, je suis quelqu'un de plutôt sensible. Alors, la critique me touche. Mais là, pour vrai, là, avoir 9 bons commentaires, mais s'il y en a un qui est négatif, c'est à lui qu'on pense. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Puis tout ça. Puis des fois, on ne réalise pas que c'est des gens qui sont déjà très engagés pour une autre option politique ou une autre formation politique, puis qui font ça à temps plein. Des gens avec... Qui ont peu de personnes qui les suivent avec un dessin ou pas d'image, là, dont on ne devrait pas donner tant d'importance. Juste pour les auditeurs, faut savoir que dans un contexte politique, les partis ou des groupes de pression vont organiser des groupes d'individus qui vont créer des comptes, ou souvent, donc ça devient des faux comptes, dans le seul but de pouvoir tenter de manipuler un peu la perception d'opinion publique. Ou de provoquer des gens. Provoquer, faire du trolling, on va appeler ça. Ouais. Les trolls, c'est quelque chose qu'on voit de façon plus ou moins organisée chez les différents groupes partis ou groupes de pression. Ben, les réseaux sociaux, je dirais, j'ai fait le test cette année au Cégep de Matane. J'avais une classe de sciences humaines, je leur ai demandé combien d'entre vous lisent l'hebdomadaire là, qui s'appelle L'Avantage Gaspésien, qui est distribué gratuitement. Puis peut-être sur 25, il y en a 2. Bon, OK, là, c'était un petit peu décevant. Est-ce que vous allez le lire en ligne? Puis là, ça dépend. Ça dépend si l'article nous intéresse, on va cliquer dessus. Oh! Bon. Mais sinon, notre plateforme pour voir des nouvelles, c'est en ligne, mais là, il y a de la concurrence avec on va écouter de la musique, on va jouer à des jeux, on va consulter les statuts de nos amis. Donc, OK. Donc, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, ça m'a permis de rejoindre beaucoup de monde que je n'aurais pas rejoint autrement. On a sponsorisé beaucoup de publications durant la campagne. Ça a été très utile. Puis les gens décident s'ils aiment ou pas. Mais c'est nécessaire. Facebook, c'était le premier que j'ai utilisé. J'ai différents comptes. J'en ai un seulement pour le monde de mon comté. J'en ai un national. J'ai aussi un privé. Alors, pour savoir si quelqu'un me connaît bien, là, si tu as mon numéro de cellulaire, il y a des bonnes chances que tu sois un proche. Donc, je gère ça. Twitter, c'est parfois là que c'est problématique parce que c'est un peu comme un fil de presse où on interagit avec les gens. Mais il y a des gens qui sont vraiment très durs, très méchants là-dessus. Et moi, j'ai aucun problème à bloquer du monde. Si tu m'insultes, pourquoi je continuerais d'échanger avec toi? Est-ce que dans la vraie vie, si quelqu'un m'insultait durement, je continuerais d'échanger avec ou je dirais, ben, tu vas t'amender ou tu vas t'excuser? Alors, évidemment, ils ne le font pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont bloqués? Absolument. Puis, j'ai aucun problème avec ça. Et je vais avoir plus de difficultés si c'est quelqu'un de mon comté, qui habite dans mon comté. Parce que là, bon, là, j'ai une responsabilité. Il y a une pertinence derrière le Puis moi, je suis tout le temps là, celui qui dit, y a-t-il moyen d'échanger ensemble? Parce que entretenir des relations négatives, c'est pas bon pour personne. Il y a tout le temps une façon de s'entendre. Puis moi, je dis souvent aux gens, appelez-moi à mon bureau, passez au bureau, on va prendre un café. Puis je sais très bien que dans
9 cas sur 10, ils le feront pas. Ils veulent vraiment juste être parfois méchants. Mais bon, ça, c'est la minorité. Quand la majorité échange, je reçois beaucoup de commentaires ou de questionnements des gens de mon comté par Facebook, ce qui cause un problème parce que faut le gérer à partir de Facebook. J'aimerais mieux qu'ils appellent au bureau ou par courriel. Unifier les communications, s'assurer qu'il y ait un suivi, c'est très difficile. Puis là, les gens s'attendent à avoir une réponse très rapidement. Alors, bon, je suis à peu près le seul à le gérer, donc ça, c'est difficile. Mais de façon générale, on n'y échappe pas. Et là, je réalise déjà qu'il y a des changements. Les plus jeunes, ceux qui arrivent 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont sur Instagram, eux autres. Beaucoup plus que sur Facebook. Alors là, la politique sur Instagram, c'est pas évident. C'est des photos, des courts textes. Est-ce qu'on peut mettre des liens d'actualité? La politique change. Mais je pense qu'il ne faut pas... On peut faire le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux. La ministre de la Santé, ça, c'est un cas assez fabuleux. Autant le ministre précédent était sur Twitter et répondait souvent, Dr Barrett, mais Danielle McCann n'est pas sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez noté ça. Elle n'est pas là. Alors, quelqu'un pourrait se dire, avec raison, parce qu'elle est occupée sur les cas de la santé, mais c'est là que je vois qu'il y a un contraste saisissant, juste au ministère de la Santé, entre le ministre précédent et la nouvelle ministre qui n'est pas sur Twitter. C'est quoi la grosse distinction, là? Grosse distinction, c'est qu'on avait un ministre avant qui réagissait directement, même avec quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, à répondre, ou parfois à se coltailler, et l'autre ministre, il n'y est pas du tout. Je pense qu'il faut y être. Si on y est totalement. Parfois, moi, je vois des gens qui délèguent ça à d'autres. Là, quand il y a les initiales, c'est eux, puis sinon, c'est leur personnel. Et c'est les initiales des animateurs de communauté. Moi, là, si t'es député, ou si t'es ministre, tu l'animes toi-même. Moi, j'écris mes propres tweets, puis j'y réponds. Il n'y a personne qui fait ça à ma place. Des fois, il y a des fautes de frappe, puis j'y corrige. Alors, c'est moi qui réponds. OK. Je le fais. Tu le fais ou tu le fais pas? Est-ce que c'est le rôle... Des fois, moi, j'ai l'impression des fois que c'est trop. Que je vois des gens qu'on pense qui doivent être très occupés, qui doivent être à gérer des dossiers, à pousser des réflexions profondes dans certains éléments. C'est une perception, hein? Puis là, à un moment donné, tu te dis qu'ils sont là constamment à réagir sur tout et rien. Ouais. Est-ce que cette perception-là, c'est quelque chose qui te préoccupe? Ça dépend. Au point de vue de la perception. Puis si tu veux corriger il y a des gens qui trouvent qu'on est trop là, mais en même temps, ça dépend du contexte. Parfois, en tout cas, moi, je fais de longs trajets en voiture, puis souvent, en fait, maintenant, c'est plus moi qui conduis, j'ai plus le droit, compte tenu du nouveau poste. J'ai le temps là, de tweeter puis de répondre à du monde. Mm-hmm. Puis c'est pas long, là, ça prend quelques secondes, là, tweeter. Puis des fois, c'est un outil qui nous permet rapidement d'atteindre les gens ou d'atteindre un autre élu bien plus rapidement que d'autres moyens. Donc, entre personnes influentes, je peux comprendre. Maintenant, est-ce que t'as pas l'impression des fois que vous êtes aussi trop dans votre bulle par rapport à ça? Même quand on pense à Twitter, qui est un média justement qui n'est pas si répandu que ça. Ouais. Vous n'avez pas l'impression des fois que vous êtes finalement dans votre bulle à vous obstiner entre vous ou à vous souligner des éléments entre vous? Mais en même temps, on sait que les médias les regardent. Donc, l'espoir, c'est qu'il puisse avoir un écho dans les médias, nos tweets, puis ça arrive de plus en plus maintenant. C'est comme un très, très court communiqué, en fait, qui peut servir rapidement. Alors, il y a de ça. C'est un fil de presse pour beaucoup, Twitter, mais avec des gens qui ont envie d'embarquer dans la discussion. Et c'est ça l'enjeu qui est particulier. Des fois... on échange d'une personne à l'autre, puis là, il y a une troisième personne qui rentre dans la discussion qu'on ne connaît pas, puis qui nous tient là. Alors, il y a toutes sortes de situations avec Twitter, puis là, les gens s'écrivent. Puis on découvre des personnes aussi avec qui on entretient des relations, des discussions, des échanges. On découvre du monde comme ça, qui sont inspirants. Alors, oui, il y a un côté négatif, mais on peut jouer avec. Comme quoi, on ne peut pas faire l'unanimité non plus. Là, mais je comprends que ce que j'aime, c'est que tu me pointes le volet positif de tout ça. Oui, il y a un volet positif parce qu'on reçoit plein de positifs aussi. Puis il y a une interaction, puis il faut être capable de ne pas trop s'en faire avec des gens quand on regarde leur profil, qui font ça en longueur de journée être négatif parfois. Fait il faut... Je m'en faisais beaucoup avant Noël avec ça, parce que je ne veux pas décevoir, j'ai un poste par intérêt, mais je veux bien le faire. Puis là, il y avait des commentaires négatifs, je le prenais beaucoup personnel. Ça me touche, moi, je suis très sensible à ça. Mes collègues disent, non, fais-toi-en pas. Puis l'important, c'est de continuer, puis des fois de modifier nos affaires. Je trouve ça intéressant que tu me dis que t'étais plutôt préoccupé par ça avant Noël. J'ai réfléchi à ça beaucoup. À ton utilisation des médias sociaux? Non.
des fois, par exemple, on fait des interventions en point de presse ou en chambre. Là, il y a des gens qui ont des commentaires plus négatifs, puis on le prend personnel parce que comme c'est moi qui est en avant, je veux que chacune de mes interventions serve à notre groupe, à notre famille politique. Alors, je veux pas décevoir. Alors, il y a encore un fil là, sur mon engagement qui est jamais tourné vers moi, mais il est tourné vers l'équipe. Je veux pas décevoir. Je veux que ça fonctionne bien. Je veux mettre en valeur notre équipe. Parce que si j'avais voulu être en avant, puis avoir toute l'attention, puis être le vrai chef, je me serais présenté. On va en parler de ça, évidemment. Ça va être une question. Je me la garde aussi comme question. Écoute, je sais pas, là, ça fait déjà longtemps. Gardons-le dans l'enregistrement. Ouais. T'es-tu correct? Là, pour continuer? Ça va. Je vais avertir mon collaborateur là, qu'on prend encore du temps. Je vais te laisser faire un avertir. Continue, là, je le texte en direct pendant qu'on se parle. Parfait. Écoute, tu as été ministre, c'est pas banal. Avant l'âge de 40 ans, surtout. Avant l'âge de 40 ans, c'est ce que ça fait d'être ministre? Parce que j'ai demandé pratiquement à tous mes autres invités, ça fait quoi d'être député? Là, toi, tu nous en as parlé, mais là, ministre, on s'entend, c'est pas... Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Ben, c'est une immense responsabilité. Quand Mme Marois m'a appelé, tard le soir, je suis pas un des premiers qui a été appelé, là, on va être honnête. Là. Attendais-tu l'appel? Ben oui. Tu y croyais? Mané, je croyais plus, puis j'étais bougonneux un peu, parce que, je trouvais que j'allais être... En fait, sans fausse humilité, je pensais que j'allais être bon. Puis, de la vie générale, là, j'ai été bon au tourisme. Et pour moi, c'est un ministère qui était important parce que c'est à la fois identitaire et économique. J'ai dit ça à Caroline Proulx, la nouvelle ministre du Tourisme. C'est un ministère majeur. Puis moi, n'importe quand, là, on s'assoit ensemble, j'ai adoré ce ministère-là. C'était fantastique. On a fait des choses nouvelles. On est allé... J'ai fait des missions pour le Québec, là, à Paris, à Bruxelles, à Toronto, à New York, faire la promotion de Québec original, notre marque de référence. J'ai adoré ce ministère-là. J'ai été seulement 18 mois. Mais aussi la responsabilité d'intervenir sur tous les dossiers au Conseil des ministres. Et je prends en témoin Dominique Lebel, qui était le directeur adjoint de cabinet de la première ministre, qui a écrit dans un livre sur les 18 mois de notre gouvernement. Il est celui qui était toujours le plus préparé dans les interventions sur la situation politique, c'était invariablement Pascal Bérubé. Ça m'a fait plaisir. Il avait écrit ça. Oui, absolument, c'est écrit dans son livre. Parce que je savais que, là, encore une fois, l'idée d'avoir une influence sur le décideur. Je savais que dans ce tour de table politique-là, la première ministre était à l'écoute. Si tu dis n'importe quoi, à un moment donné, elle n'écoute plus. Ou elle écoute avec moins d'attention. Si tu es bien préparé et tu sais choisir ce qui est vraiment important et ce qui compte, tu as l'attention de la première ministre. Et je savais que ce moment-là était privilégié et je le préparais avec soin. Chaque mot, il n'y avait rien d'écrit. Tout était dans ma tête en la regardant et je savais très bien... Pour la connaître assez intimement, Mme Marois, je l'ai tellement côtoyée qu'elle écoutait. Et quand j'ai vu ça dans le livre de Dominique Lebel, ça m'a fait plaisir. Sur l'influence que je peux avoir comme ministre. Alors, des fois, on dit, les grands ministères, c'est finances et tout ça. Quand tu es ministre, tu es ministre. Tu n'es pas un demi-ministre, tu es au Conseil des ministres. Et moi, je l'ai vu comme ça, totalement. Et ça a été un immense honneur avec... beaucoup de renoncements. Jour 1, un garde du corps armé qui te suit, puis tu vas ta voiture, tu as un cabinet ministériel à constituer. Et là, la manière que ça fonctionne, là, puis pour les ministres qui viennent d'être nommés, c'est la même chose. Jour 1, il t'amène dans ce qu'il appelle la suite ministérielle. Alors là, le ou la sous-ministre t'accueille, puis voici votre bureau, monsieur le ministre, puis on est à votre disposition. Ça ressemble à ici? Là, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu m'as reçu dans ton bureau. Ouais, en fait, ici, c'est le bureau qui était celui du premier ministre actuel. C'est ici que le Conseil des ministres a été constitué. Donc, on est actuellement dans l'ancien bureau de François Legault. Absolument. Il y a quelque chose. Là. Au 3.157 de l'Assemblée nationale. Et on a appris qu'au lieu de rencontrer ses futurs ministres à l'hôtel, il a fait ça ici. Alors, juste à côté de nous, là, c'est là que le Conseil des ministres de la Coalition Avenir Québec a été constitué. Donc, les divans kaki. Caquiste? Kaki. Ils sont kaki. Alors, si M. Legault est à l'écoute, il va reconnaître son bureau. Là, je ne sais pas si c'est des gens qui étaient fâchés, mais il manque de la peinture là-bas. Ben, c'est ce qui m'a frappé. Je veux dire, côté glamour, on n'est pas... C'est pas assez impressionnant non, que c'est bon. Puis, alors, le ministre, c'est ça. Alors, il te présente la suite ministérielle. Mais moi, j'ai fait un impair tout de suite en arrivant. J'ai dit, ouais, c'est correct, là. Mais là, on rencontre quand le personnel? Comment on rencontre le personnel? Mais là, les fonctionnaires du ministère, on peut-tu aller les rencontrer maintenant? Mais M. Bérubé, ça n'a jamais été fait. Ça se fait pas? Ça se fait pas, là. Je suis votre sous-ministre, puis on trouvera une formule. Non.
Alors, moi, je traverse la porte numérisée là, qui est barrée, sécuritaire, et je m'en vais. Je dis, avertissez-les dans quelques minutes. Je me rends dans chacun des secteurs du ministère, réunissez tout le monde, me grimper sur une chaise pour pouvoir avoir accès parce qu'il y a des cubicules, tout ça. Et je vais m'adresser à tout le monde cet après-midi. On va faire ça, M. Bérubé. Alors, j'ai fait ça. Comment ça a été reçu chez les employés de l'État? Très bien. Et ça m'a permis d'avoir des relations fantastiques. Je dis, M. Bérubé, on n'a jamais vu ça. Pourquoi vous faites ça? Mettez-nous pas dans le trouble. Oui. Et ça a été fantastique. Je l'ai fait à Montréal aussi, l'équipe marketing de Tourisme Québec. Et ça fait en sorte que souvent, je faisais exprès pour aller prendre mon café. De l'autre côté, du côté des fonctionnaires, et là, ils me cherchaient. Les gardes du corps, ils disaient, il est où? La sous-ministre, il est rendu où? Et là, j'étais dans la salle de pause des fonctionnaires, puis on placotait toutes sortes d'affaires. Puis là, ils me confiaient des choses. J'adorais ça. Tu as un ministère, au party de Noël, même chose, j'y allais. Puis là, j'échangeais avec tout le monde, puis on avait du plaisir. Alors, c'était ça, mon ministère du Tourisme, puis je pense que les gens en gardent un bon souvenir. J'adorais ça. On s'en va tranquillement vers l'année 2018, mais avant toute chose, course à la chefferie en 2016, tu choisis finalement de te ranger derrière Jean-François Lisée. À la dernière minute, j'étais curieux de savoir comment ça s'est passé. Ça a été quoi ta réflexion du moment? Très simple. D'abord, avant ça, on m'associe beaucoup à Pierre-Carl Pellado. Parce qu'il y a eu la course avant. Tu l'as backé pas mal. J'étais le premier. Un après-midi là, de fin de semaine, aller cogner à sa porte à Outremont puis lui dire, moi, je pense que tu devrais te présenter, puis voici comment je peux t'aider dans l'organisation. Alors, c'était pas si évident que ça. Les gens s'imaginent que c'était écrit dans le ciel qu'il allait être candidat. Non. Alors, il fallait convaincre lui, sa femme de l'époque, l'entourage, puis il expliquait c'était quoi. Alors, j'ai fait ça. Et j'ai adoré travailler avec Pierre-Carl, puis j'ai eu de la peine quand il a quitté. Mais là, il y a une course où j'ai dit... Là, je me suis tellement engagé avec Pierre-Carl que j'aimerais mieux ne pas avoir à le faire dans la course. Et là, je vois aller la course. Puis là, bon, tout le monde m'appelle. Pas Jean-François, d'ailleurs. Alexandre Cloutier m'appelle. Puis Véronique Yvon m'appelle. Puis au début, j'avais envisagé d'appuyer Véronique Yvon. Puis on avait une rencontre, puis bon... Il dit, je vais rester neutre, mais j'aime beaucoup ce que Véronique fait. Puis Alexandre, on est rentré en même temps, là, en 2007. Là, c'est la deuxième fois que je lui disais non. Ça n'enlève pas toute l'estime que j'ai pour ses incroyables capacités et l'estime que les gens ont pour lui. Je le sais, là. Non, je vais rester neutre. Et là, les débats se font. Il y a des débats entre les candidats. Puis il y en a un qui avait un peu brassé, mais je retrouvais en Jean-François Lisée quelque chose d'intéressant. J'aimais sa campagne. Puis il faut savoir, parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de refaire l'histoire, la date où moi je deviens son nouvel appui, il n'est ni en avance dans les sondages publics, ni en privé. Nulle part il est en avance. Et là, excuse-moi, pourquoi c'est pas le souvenir? Moi, c'est pas le souvenir, j'en ai. Puis là, je sais, tu as dit, il y a des gens qui aiment refaire l'histoire. Ah, mais c'est facilement mais vérifiable. L'impression que moi, je suis resté avec cette impression-là, puis je le sais que c'est l'impression de beaucoup, c'est que c'est une fois qu'on a eu l'impression que les jeux étaient joués que tu as pris ta décision. Au contraire, c'est facilement vérifiable avec les dates. Mais c'est correct. Ouais. Alors, n'importe qui va vérifier, il est en avance ni publiquement, ni rien. Et je lui ai rien demandé, puis il m'a rien demandé, autre que de l'appuyer. Et le moment déterminant, c'est un caucus qui a eu lieu, je pense, au domaine Cataraqui à Québec. Alors, moi, je ne peux pas vous révéler les échanges de tous et chacun autour de la table, mais une fois sorti du caucus, j'appelle Jean-François Lisée, je lui dis « Passerais-tu au condo ce soir? » Et là, lui, il a renoncé à avoir mon appui. Là. Et là, je lui ai dit, j'ai dit, je vais t'appuyer parce que je pense que ce que tu proposes et ta façon de l'articuler, c'est la façon que je vois la suite des choses. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et plus tard, il me nomme leader parlementaire sans même que je lui ai demandé. Donc ça, c'était pas un deal. La preuve, Pierre-Carl Pellado, je suis le premier à l'appuyer, j'ai eu aucun poste d'officier. Mm-hmm. J'ai eu aucun avantage particulier. En avais-tu gardé une rancœur? Du tout, au contraire. Au contraire, je ne le fais pas pour moi. Et ça explique aussi pourquoi je ne suis pas candidat à la chefferie. L'idée, c'est pas que je sois en avant de la parade. C'est pas que je sois au débat des chefs. D'autres plus talentueux et meilleurs que moi le feront. J'ai eu 2 occasions. J'aurais pu me présenter quand Pauline Marois a quitté. J'aurais pu me présenter quand Pierre-Carl Pellado a quitté. En fait, 3 maintenant. Et Jean-François Lisée. Alors, 3 fois, puis les 3 fois, moi, je veux être un joueur d'équipe. Et je n'ai pas besoin d'être à l'avant.
Alors, je pense que ça démontre bien que mon ambition, elle est pour ma famille politique bien plus que pour moi. Et il y a tant des gens qui disent ça. Ah ouais, puis là, ils aiment ça. Si ça m'intéressait tant que ça, là, parce que je sais de quoi c'est fait une chefferie, ben je le ferais, puis je m'arrangerais pour gagner comme je gagne dans mon comté, puis je foncerais pas à peu près. Mais je pense que dans la course... Mais pourquoi tu le fais pas? Tu penses que t'as pas... Non, ça t'intéresse pas ou tu penses que t'as pas... peu importe la raison... Cette vie-là m'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Je sais ce que ça implique. Tu as la chance de la vivre par intérim. D'être chef de parti, ouais. Chef du Parti Je suis québécois, très d'union entre le chef précédent et là où la prochaine. Ça me va. Je le fais pour l'équipe. Mais je sentais pas ce besoin d'être chef de parti politique. Puis député, juste dire, député pour moi, c'est déjà énorme. Hein. Puis je valorise ça. Alors, je pense que ça... Tu sais, il y a ce que je dis, puis ça se vérifie facilement aussi. Ça, c'est la trame de fond d'être utile à l'équipe. Mais je reviens sur le fait que tu te sois rangé derrière M. Lisée. Ça a été quoi ta réflexion? Pourquoi tu t'es dit... Qu'est-ce qui a été le déclenchement dans ta réflexion qui a dit c'est l'homme que ça nous prend? Une lucidité sur le positionnement du Parti québécois, sur là où on devait s'envoyer en priorité. Et c'était sur, je dirais, la franchise. Jean-François Lisée s'est jamais censuré. Et il a toujours dit, moi, je fais le pari de la franchise en toutes circonstances et je trouve qu'il n'a pas eu assez de mérite pour ça. Comme chef, pendant la campagne et après, c'est la franchise. J'aime beaucoup ça. Et manifestement, ça a été partagé par beaucoup de monde parce qu'il y a eu un appui important. Oui. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Il est passé de 4 je pense, premier tour. À gagner au premier tour. Et les membres ont décidé, puis les gens avaient beaucoup d'affection pour Alexandre aussi. Ils l'ont pas choisi. Tout comme lorsque Pierre Karl a gagné, il y a beaucoup de gens qui avaient de l'estime pour Bernard Drainville, puis ils ne l'ont pas choisi. Alors, les courses sont faites de cela. Et la prochaine, je ne sais pas de quoi elle sera faite. Mais je suis convaincu que... la franchise de Jean-François Lisée sera la mienne aussi. Quand on me pose la question... C'est une valeur qui t'a rejoint à un point tel que tu as dit. Puis la franchise en public. Les orientations qu'il amenait. Oui. Ouais. Et moi, on me pose la question, pourquoi tu ne te présentes pas? Puis ça ne m'intéresse pas. Mais on n'entend pas ça souvent, là. Non, je sais, puis je trouve ça intéressant. Puis je l'avais dans mes questions, puis tu y as répondu. Puis on verra de quelle façon la discussion nous ramène à ça. Mais là, je suis curieux sur un aspect, c'est que Jean-François Lisée nous amenait sur sa position par rapport à l'indépendance, c'était de dire, on va promettre un moratoire. Puis on va y arriver plus tard. Puis là, maintenant, on arrive à un moment, puis on va rentrer dans le bilan 2018, mais on va parler du futur du PQ. Puis ma question, je reviendrai, ma question là-dessus, c'est quoi la place de l'indépendance au PQ dans les prochaines années? Puis là, si tu me dis, c'est de mettre l'indépendance de l'avant, maintenant, c'est all-in, on s'assume, on revient là-dessus. Donc, il y a eu une erreur dans le positionnement Lisée. Je pense qu'il était réaliste sur la capacité qu'on avait à réunir suffisamment de gens pour aller de l'avant avec force. Donc, c'est donné un plan qui a été avalisé par le Congrès quand même. Donc, c'est devenu le plan de tout le monde. Alors, à partir du moment où, les instances militantes démocratiques sont importantes. À partir du moment où le Congrès est allé de l'avant, là, on avait tous les éléments, puis on l'assume collectivement. On ne peut pas décider après de dire on est embarqué, puis après, là, non, tu sais. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a parlé du Conseil des ministres tout à l'heure. Moi, j'ai des collègues qui ont pris des décisions, qui n'ont pas manifesté de désaccord, puis une fois à l'extérieur du Conseil des ministres, ils réinventent l'histoire, là. Ah, moi, j'étais contre ça. Écoute, je peux pas te dire ce que tu as dit, mais je peux te dire que tu ne l'as jamais dit. Ça m'a beaucoup fâché, parce que moi, toutes les décisions du gouvernement Marois, je me souviens, ça se peut que j'avais des différends, mais jamais je ne vais renier une position, parce que si tu es renié, tu sors du Conseil des ministres, puis tu laisses le char à l'entrée. Alors, tu peux avoir des désaccords, puis argumenter, et tu te rallies à la position. Mais je ne peux pas dire après, j'ai toujours été contre. Je suis d'accord. Je comprends le point. C'est une solidarité qui est importante, auquel je crois, et c'est la même chose avec la dernière campagne. On a fait la campagne pour le mieux. On avait un bon programme. Jean-François a fait une bonne campagne. Bien sûr, il y a des choses qui ont été perçues négativement et je l'ai dit aussi. Maintenant, on va de l'avant. Puis la raison d'être du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance du Québec. Il faut que cette famille politique soit accueillante pour tout le monde pour qui c'est un enjeu important. Puis moi, j'aime pas le terme à gauche, à droite, idéologique, pragmatique. Si vous êtes indépendantiste, vous pensez que c'est un enjeu important, bien, vous devriez être les bienvenus chez nous. Et on devrait travailler dans notre attitude générale, en toutes circonstances, sur les réseaux sociaux ou dans nos assemblées, à être
plus ouvert, à tendre la main. Puis ça doit paraître dans notre attitude. Si on veut convaincre des gens, il faut avoir une attitude positive. Tout à fait. Et je l'ai dit dans une entrevue de fin d'année qui va paraître bientôt. Sur les réseaux sociaux, j'appelle à plus de civilité. Si on veut convaincre des gens, il faut être capable d'être plus ouvert pour faire profiter, en fait, au bénéfice de la cause qu'on veut servir. Mm-hmm. Donc, tu assumes pleinement, c'est ce que tu nous dis, l'élément, les choix. De toute façon, tu as raison, puis j'aime beaucoup le fait que tu le ramènes d'une façon collective. Là. En fait, ça serait trop facile des fois de réécrire après coup l'histoire pour se donner un meilleur positionnement. Mais il y a une évolution sur le positionnement que le parti se doit d'adopter, selon toi, et de recentrer. Bien, moi, je pense Jean-François Lisée en a parlé durant toute la campagne d'indépendance. Je l'ai fait l'autobus là, pendant un bout de temps. Là. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui est couvert par les médias. Alors, il y a ça. Les gens qui étaient dans la salle, ils savent, eux autres. D'ailleurs, la couverture médiatique du parti a été plutôt décevante. Hein? Oui, puis c'était séparé en 4. Puis des fois, c'était pas évident. Évidemment, on fait confiance à la presse parlementaire. Ils n'ont pas été tendres avec personne. Je pense qu'ils ont bien fait leur travail. Mais j'ai parlé de ma première campagne. À l'époque, là, c'était libéraux et péquistes, puis un petit peu la DQ commençait. Là, c'était à 4. Mais tu sais, c'est pas tant sur les propos qui tenaient ou sur la façon... le contenu qui amenait que simplement la présence. Moi, j'ai assisté à des rassemblements ici pour Diane Lavallée, des grands rassemblements, des salles pleines. Oui, je ne sais pas si tu étais là. Ce que la salle était pleine, Lisée était très, très bon. C'était très intéressant. J'ai vu pour ça. De journaliste. Il y avait 1300 personnes à Pointe-aux-Trembles à une activité qu'on a faite durant la campagne. J'étais là dans le parc. Oui, c'est un bel exemple des plus grands événements de la campagne, puis à peu près personne n'y a fait écho. Il y avait des familles, C'était merveilleux. C'était diversifié. Cette activité-là. Alors, ça fait partie de ça. Bon, alors, la suite, elle va appartenir beaucoup, évidemment, aux membres, et tant mieux pour le Congrès. D'ailleurs, nous, on a une direction bicéphale. Là. Moi, je suis chef de l'aile parlementaire, mais pour le parti, c'est la présidente Gabrielle Lemay, je vais le préciser. Et de la chef qui sera là, qui va inspirer le parti aussi. Alors, c'est pas une mince tâche pour les personnes qui vont s'engager dans la course. Non. Et je leur souhaite bonne chance. Moi, évidemment, là, ce coup-là, je vais être totalement neutre, là, parce que j'assume l'intérim. Jusqu'à la fin? J'assume l'intérim. Ah oui, mais il faut, là. Assurer l'intérim, c'est renoncer, hein. Alors, on l'explique comment, là, puis je m'autorise le mot, là, la débâcle 2018. Il y a le ballot question, je ne voulais pas utiliser cette question-là, mais la question de l'élection était la suivante. Est-ce qu'on garde les libéraux ou on remplace les libéraux? Et la balance penchait plus sur on remplace les libéraux. À partir de ce moment-là, quel parti est le plus susceptible de nous permettre d'y arriver? La CAQ, aussi simple que ça. Je sais bien que la CAQ va dire oui, puis en votant pour nous, vous allez voter pour le pote à 21 ans, puis les maternelles 4 ans, puis le troisième lien, tout ça. Moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas à ça. Ils ont voté pour une nouvelle formation politique qui n'avait jamais gouverné, ce qui donne un positionnement intéressant par rapport aux deux autres, et qui a mené une belle campagne, et qui a bien fait ça, était bien préparé, qui se disent, écoutez, on n'est pas les libéraux, on est nationalistes, nous autres, puis en même temps, on n'est pas le PQ, puis on s'en va pas vers un référendum. Alors, c'est un positionnement qui satisfait les Québécois présentement et qui tu sais, je respecte le choix des Québécois, mais il ne faut pas trop étirer la sauce sur les raisons qui font en sorte que la CAQ a été élue. Les libéraux, là, leur slogan, c'était « faciliter la vie des Québécois ». Moi, je trouve qu'ils ont surtout facilité la vie de l'électorat. Avec leur bilan, était tellement désastreux. Et pour eux, là, quand je regarde les sièges qu'ils ont perdus, là, ils ont perdu Pierre Moreau, ils ont perdu Lucie Charlebois, ils ont perdu 3 sièges en Outaouais, ils ont perdu des sièges en Estrie qu'il y avait depuis longtemps. C'est pas rien pour eux, là. Moi, je veux bien là, qu'on parle du Parti québécois puis de son avenir et tout ça, mais c'est leur pire défaite historique, eux autres aussi. Mm-hmm. Alors, ils ont laissé un espace grand ouvert pour la CAQ. Ils ont été élus, très bien, mais on va continuer de parler de notre projet fondamental, de nos politiques. On va parler de notre programme aussi parce qu'il est encore aussi bon qu'on le trouvait. Et puis, tôt ou tard, le gouvernement de la CAQ va se rendre compte des limites du provincialisme. Et les drapeaux auront beau être aussi grands qu'ils le veulent. Puis on aura beau se dire nationalistes, chaque jour, ils vont se heurter à ça.
que ce soit Justin Trudeau ou Andrew Scheer, c'est le même parti. Alors, si on choisit le Canada, il faut l'assumer. Alors, quand je parle d'un fil conducteur d'assumer, là, si t'es pas pour l'indépendance, t'es pour le Canada. Ça finit là. T'as beau dire nationaliste, t'acceptes de jouer dans les règles du Canada. Est-ce qu'il y a une obsession envers Québec solidaire au Parti québécois? En tout cas, moi, j'en ai pas. Dossier clos. Il n'y a pas d'obsession, mais en même temps, moi, je pense qu'on aurait dû saluer davantage, pas rien, là. On avait un mandat de notre formation politique pour aller négocier une collaboration électorale. Peut-être encore, on assume, hein? Oui, mais une collaboration électorale, pas une fusion. Donc, on aurait pu regarder les sièges et tout ça. Et puis, on est allé chercher ça, puis on pensait qu'eux l'auraient aussi. Puis, c'est pas arrivé finalement. Puis, on avait des interlocuteurs très sincères. Amir Kadir, il voulait que ça marche. Je sais, là, on y en a parlé, puis je veux saluer Amir, avec qui, là, j'ai eu que de bons moments à l'Assemblée nationale, à tout point de vue. Amir Kadir avait tout le temps l'heure juste, puis même au plan personnel, je pourrais dire que comme médecin, il a eu un rôle déterminant dans mon entourage. Je n'irai pas plus loin. Il n'était pas obligé de faire ça, mais c'est son dévouement et c'est la personne qu'il est. Si j'avais besoin d'un médecin, je serais-tu mieux avec Barrette ou Kadir, juste de même avant? En tout cas, Amir Kadir a posé un jour un geste en sa qualité de médecin qui a eu un impact décisif dans mon entourage immédiat, qu'il n'était pas obligé de faire et qu'il l'a fait un dimanche soir par sens du devoir. Bravo. M'arrête là. Ça, c'est le type d'homme qu'est Amir Kadir. Je vais lui rendre hommage. Ça n'a pas marché, Québec solidaire. Donc, on pensait qu'on allait y arriver et ils ont dit non. Alors, on avait l'air un peu fou. Nous, on avait dit oui. Ils ne veulent pas. Dossier réglé. Chacun va continuer avec sa propre formation politique, son programme, ses affaires. Mais moi, je suis ni fâché, ni frustré de ça. On l'a essayé. Je pense qu'il fallait l'essayer. Ça n'a pas marché. On m'a posé la question quand j'ai été élu chef parlementaire. Est-ce que vous allez rouvrir ça? Non. On n'a pas de mandat pour ça. On l'a essayé. On les respecte. On a bien travaillé avec eux sur l'enjeu de la reconnaissance de nos formations politiques. Il y a des enjeux sur lesquels on s'entend avec eux, puis des enjeux avec lesquels on ne s'entend pas du tout. Il y a des enjeux avec lesquels on est très en accord avec la coalition Avenir Québec, puis qu'on va appuyer, puis d'autres qu'on ne l'est pas. Mais l'impression Et qu'on a très rarement avec les libéraux. L'impression qu'on a des fois, puis si c'est moi, je te parle encore de perception, on a l'impression que il y a une amertume là, qui s'est installée et qu'on est beaucoup plus dans le QS bashing que dans nos propres solutions. Idéalement, je pense qu'il faudrait, en toutes circonstances, éviter de parler des propositions politiques de toutes les autres formations. Un exemple. Le gouvernement arrive avec une politique. La question pourrait être, ne croyez-vous pas qu'on pourrait y ajouter tels éléments qui rendraient ce projet encore plus intéressant? Y avez-vous pensé? Nous, on pense que ça ne marchera pas, mais on vous propose telle formule. Rien qu'empêche le premier ministre de convoquer les chefs de formation politique à son bureau à l'occasion pour les enjeux fondamentaux, parce que je veux dire une chose. La CAQ aime beaucoup dire, puis ils nous le rappellent souvent, qu'ils sont majoritaires, puis qu'ils ont une majorité de... Oui, ils ont la pluralité des sièges, mais pas des votes. C'est moins de 40 % qui ont voté pour la CAQ. Alors, ça n'enlève rien à personne, de temps à autre, d'ouvrir à la discussion. La ministre de la Justice l'a fait là, pour la réforme des tribunaux. Elle l'a fait en convoquant Véronique Yvon, qui est une belle proposition, et après Hélène David, et je crois que c'est Christine Labrie, Québec solidaire. Ça pourrait se faire bien plus souvent sur des enjeux qui nous interpellent, qui sont importants pour la nation québécoise. Ils amènent vers la réforme. Ouais. Moi, j'en parle pas de Québec solidaire, mais je leur parle souvent. On parle pas de leur position, mais on parle de leurs vêtements, par contre. Pas nous. Non? Et moi, je sais qu'il y a quelqu'un de très influent à Québec solidaire, qui n'est pas un ou une élue, qui a écrit un moment donné à un de mes collègues pour dire on a beaucoup apprécié l'attitude de Pascal. Quand on l'a questionné là-dessus, il a refusé de poser un jugement là-dessus, puis il a choisi plutôt de parler du contenu de ce qu'avait dit Catherine Dorion-Solzanetti. Ça m'a fait plaisir. Tu sais, ce genre de discussion de corridor qui sera à mes oreilles, ça m'a fait plaisir. Ils ont beaucoup apprécié ça. Alors, mais ça n'a pas été le cas chez tous les députés. Non, puis il faut éviter de tomber là-dessus. Alors, moi, jamais je vais si tu veux lancer le mot d'ordre, j'aime pas. La gestion interne des formations politiques, c'est sacré. Alors, même au Conseil national, on a vu des gens se prononcer d'une façon que moi, je juge un peu ridicule. Là, bien, alors, je vais proposer un positionnement. Si, au lieu de s'adresser aux dirigeants de Québec solidaire, on s'adressait à ceux qui ont voté pour eux, déjà, ça serait différent. Alors, les dirigeants ont choisi de ne pas converger avec nous. Ils ont fait leur choix. Ils ont une instance démocratique comme la nôtre. À partir de ce moment-là, on peut s'adresser aux gens qui ont voté pour Québec solidaire ou au groupe d'électeurs
à qui on s'adresse le moins? Ceux qui ne votent plus. Il y en a 30-40%. Là. Ça, c'est intéressant. Si tu vas chercher ces gens-là, là, ben, eux autres, c'est un groupe influent. Faut que les parlementaires sortent de leur bulle. Puis ça, là, c'est un bel exemple. Il y en a beaucoup de monde qui vote plus. Alors, ça va passer par l'espoir. Et cet espoir-là, il n'en tient qu'à nous. Moi, là, l'idée, là, je ne suis pas dans la conversion tant que ça des gens. L'idée, c'est pas de convertir du monde du jour au lendemain, Québec solidaire ou de la CAQ au PQ. C'est de les inspirer pour que d'eux-mêmes disent, mais finalement, c'est une bonne option, le Parti québécois. Et que tous ceux qui ne votent pas, qui sont nombreux, moi, j'aimerais ça avoir là, un méga groupe, une grande assemblée, là, où 100% des gens dans la salle, c'est des gens qui ne votent plus depuis, disons, les 3 dernières élections. Qui que ça serait intéressant? Il y aurait de tout, là. Donc, c'est quoi les 3, mettons, OK, basés sur nos apprentissages 2018, on se tourne vers 2019, ça serait quoi les... Bon, alors 2019... Comment on retombe sur nos pattes? Bon, pour le Parti québécois... qu'on inspire les gens qui ont perdu foi en la politique? Je dirais, les électeurs nous envoient beaucoup, puis là, c'est vrai, c'est plus les électeurs, c'est des citoyens. Puis c'est pas non plus là, des payeurs de taxes. Ça, je trouve ça tellement réducteur. Là. C'est incroyable. Tiens, tu m'as demandé un reproche tout à l'heure à M. Legault. Là, quand il dit là, le portefeuille des Québécois, là, je le dis là, sans malice. Là, des fois, je l'imite pour le plaisir de mes collègues. Là. C'est des citoyens. C'est pas le seul enjeu, l'argent puis le portefeuille. Moi, je trouve que c'est un peu réducteur. Je sais que c'est populaire de dire ça. Mais c'est un peu réducteur. Alors, saluer quand c'est des bons coups, collaborer, mais pas se nier non plus. On a une authenticité, on a un projet, on a un bon programme, on va continuer d'en faire la promotion. Ça, ben, on va faire ça en 2019. Et moi, mon objectif, c'est d'assurer la poursuite de notre action d'ici à ce qu'il y ait un ou une nouvelle chef, de faire le mieux possible avec notre belle équipe de 10 collègues qu'on va mettre en valeur, qui vont avoir de l'espace, puis de mettre à contribution davantage nos militants. Dans les comtés où on n'a pas de députés, on a des présidences de circonscription qui pourraient jouer un rôle dans les médias locaux. Ils pourraient être nos porte-parole dans ces comtés. Alors, je réfléchis. Parce que là, on n'est plus à Québec, on n'est plus à Montréal pratiquement. Mais les présidents de circonscription pourraient, eux, jouer un rôle dans les médias locaux. Alors, ça, c'est un des souhaits que j'ai pour 2019. Oui. Est-ce que le Parti québécois a réussi à garder sa position de parti du peuple? Je crois que oui. Parti du peuple. Déjà, à chaque fois que quelqu'un évoque le peuple, là, c'est suspect. Là. Moi, je pense qu'il faut parler de ce qui est important pour nous, puis le peuple va décider. Là. Je dirais que on est près de nos racines. Moi, j'ai tout le temps qu'il faut retrouver l'esprit des pionniers, là, quand ils étaient dans la marginalité, puis qu'il y avait un côté plus artisanal, un peu plus spontané. Mais c'est pas QS qui a cette position-là actuellement? Pas tant que ça, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est une formation politique comme les autres Québec solidaire, qui est au Parlement, qui a fait élire des députés, puis même s'ils disent des fois on n'est pas des politiciens, ben oui, vous en êtes. Puis c'est noble d'être un élu de l'Assemblée nationale. Donc, on aurait tort de croire que le marketing, c'est seulement la Coalition Avenir Québec, le Parti libéral, le Parti québécois. Il y a une part importante de marketing à Québec solidaire, il faut le dire. Alors, ils jouent selon les mêmes règles. Ils ne siègent pas dans la rue, ils siègent à l'Assemblée nationale, et c'est noble. Et moi, je suis heureux qu'ils puissent se faire entendre à l'Assemblée nationale. J'aimerais ça qu'ils soient moins nombreux, mais les gens ont décidé. Alors, non, ils participent aux mêmes règles, puis... ils sont députés au même titre que nous. Tantôt, on a parlé de... Là, je vais accélérer parce qu'il va falloir qu'on se quitte à un moment donné. Hein? Ça commence à être fou, là, notre affaire. Avant que je dise la gaffe là, qui va être reprise partout. Là. Écoute... ou je dise quelque chose là, que je pense que tu as compris que c'était pas vraiment pas dans le mode dans lequel on faisait ça. C'est très intéressant comme discussion. Par contre, là, tantôt, tu voulais qu'on revienne. Moi, j'avais une question qui était quel bilan fais-tu de la courte session, mais si tu veux prendre ce temps-là pour revenir sur. Bon. Parce que tantôt, tu avais dit, pour ce qui est quand tu t'es excusé pour le groupe parlementaire, tu voulais refaire une précision. Il tient-tu encore? Vas-y. Ça m'a tellement rendu malheureux. Bon, une session très courte. Session très courte, le gouvernement prend toute la place, il y a le Conseil des ministres, et puis il y a un énoncé économique, puis c'est la nouveauté, puis tout le monde veut que ça fonctionne. Alors, pas beaucoup de place pour les oppositions. Et puis là, on s'installe avec une nouvelle équipe, puis là, il faut prendre des décisions rapidement, puis bon.
Et puis, il y a eu parce qu'on est en la période des fêtes, il y a eu des échanges parlementaires sur nos pratiques, puis tout ça. Puis on se dit, à un moment donné, les telles motions, on va la faire telle journée, puis telle autre. Bon, celle de Noël, on la fait toujours le vendredi, puis on n'a pas de retour là-dessus. Et puis mon leader parlementaire, Martin, a sa feuille de route. Alors lui, bon, on fait ça telle journée. Le leader de l'autre côté se lève. Alors là, on est un peu pris de vitesse. On se dit, non, on n'avait pas ça sur notre feuille. Et là, ils sont contre les vœux de Noël. Ben non. Le Grinch. Ben non, puis là, c'était pas si spontané que ça. Le premier ministre, tout de suite en sortant dehors, rencontre des journalistes. Fait que... Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense qu'on avait un intérêt quelconque à être contre ça? Ben non. C'est une erreur qu'on a fait dans notre procédure, puis on s'en est rendu compte la seconde après, puis là, on ne pouvait plus. J'ai été tellement malheureux de ça. Parce que on est plusieurs là, qui contribuent à ce régime. Comme si c'était une manœuvre parlementaire. Bon, je vais le mettre à l'envers. Cheap. Y a-tu quelqu'un qui pense que ça nous donnait un quelconque intérêt? Ben non. Sauf qu'on voit le résultat. Et là, moi, j'ai décidé, au nom du groupe, et ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui a pris la décision de faire les excuses. Moi, je l'ai fait au nom du groupe. Assumer responsabilité. Encore une fois, notre rencontre va se conclure là-dessus. On ne perd rien. On aurait dû faire ça différemment. C'est notre erreur de procédure. C'est pas une erreur de mauvaise foi. Puis, non seulement j'ai tweeté, j'ai rencontré le premier ministre en personne ce jour-là à Montréal, une activité. J'ai traversé toutes les danseurs, comme dirait la chanson de Richard Desjardins. Puis, je suis allé lui dire en personne que je m'excusais. Vous voyez pas ça souvent en politique. Je l'ai fait. J'étais tellement malheureux de ça que ça pèse comme ça. Et en toutes circonstances, moi, là, il y a eu une erreur là, du groupe, je l'ai pris sur moi. Puis ça m'a fait de la peine parce que je voulais tellement pas là, mal faire. Puis j'ai dit crime, bon, on a fait comme ça. Ça arrive des fois. Le premier ministre lui-même, là, en débat, là, un moment donné, il dit ben là, j'ai fait amende honorable, j'aurais dû faire ça différemment. Moi, je crois à ça. Mais si après qu'on ait fait ça, les gens continuent de taper dessus pareil. Ça a calmé. Alors, l'idée, c'était pas de calmer. Non, mais ce que je veux dire par là, je comprends que c'était pas une tactique. J'ai été bombardé de messages. Ça a continué longtemps après? Non, mais j'ai été bombardé. Ça m'a beaucoup touché parce que, tu sais, c'était pas ma responsabilité première. Je l'ai pris pour l'équipe et là, je mangeais ça dur. Non, ça m'a fait de la peine puis j'en ai parlé à mon entourage. Martin n'avait pas filé gros non plus. Je dis Martin, je le connais pas personnellement. Il m'a écrit un message. Il dit on aurait pu faire ça différemment. Il commençait. Il n'a jamais fait ce job-là. Moi, je l'ai fait longtemps avant. Ouais. Puis, tu sais, là, les gens ont fait le gorge chaude là-dessus. Puis même le lendemain, tu sais, la vice-première ministre là, qui s'en va, là, tu sais, nous attaquer en chambre là-dessus. C'est pas de bonne humeur parce que... En tout cas, tout ça pour dire que retenir de cette anecdote-là, qui n'est pas si importante que ça, c'est que assumer, quand on fait des bons coups, on est content que les gens le remarquent. Quand on a fait des moins bons, on le reconnaît. Moi, j'ai tellement pas de misère avec ça. Puis je suis content d'être comme ça. Je trouve ça intéressant, cet axe-là, assumer. Je trouve ça intéressant. Ouais. Dernière question, c'est des questions en rafale, on s'amuse. Si vous étiez un animal, lequel serait-il et pourquoi, non? Je te donne 2 trucs. Tu m'en nommes un des 2. Okay. Je le sais que tu vas tricher parce qu'on n'est jamais capable de juste dire un mot, mais c'est ce que je te demande. Dis-moi juste un des 2 mots que tu choisis. Arbre de Noël naturel ou artificiel? Naturel. Tourtière ou pâte à viande? Pâte à viande. Montréal ou Matane? Ouf. Je vais dire Matane. Rivière à saumon ou 3e lien? Rivière à saumon. Avoir raison ou gagner? J'aime ça gagner. Pascal, merci beaucoup. C'est incroyable ta générosité. Écoute, je pense qu'on a fait... On a fait le tour de beaucoup de choses. On va faire une 2e partie plus tard en 2019. Ou bien, on en fera peut-être 2 avec celle-là, mais il faut les passer avant le temps des Très bien. Ben, merci beaucoup, Denis, d'être... c'est moi qui te remercie, franchement. Un grand plaisir. Ouais. Bon. Je suis convaincu là, qu'il y a beaucoup de monde qui vont scruter ce que j'ai dit pour voir ce qui s'en vient en 2019. Ben, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. À tout le monde, au premier ministre, à l'ensemble des parlementaires, à tout le monde. Et puis, bonne année 2019 qu'on souhaite bienveillante. Ça a l'air que c'est un mot, ça, qui revient en force, là, la bienveillance. La bienveillance. Donc, ça sera le mot final, ça, puis assumer. Assumer, puis être généreux, et puis pas entretenir pour rien là, des fois les malentendus. Merci beaucoup, Pascal. Salut. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute des engagés publics pour cette entrevue
fleuve avec Pascal Bérubé. J'espère que vous avez apprécié. Au micro, c'est Denis Martel. Je vous souhaite une bonne année 2019 et je vous rappelle de nous suivre sur nos différents canaux. On a un nouveau site web qui est maintenant disponible. Vous pouvez vous abonner à notre groupe Facebook et aussi, évidemment, sur toutes les façons possibles et imaginables, de nous écouter. SoundCloud, iTunes, Google sont des endroits et maintenant même YouTube. Merci et à l'année prochaine.